C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le démarrage d'un nouveau semestre sur les marchés globaux, un nouveau semestre qui démarre avec un tempo modéré, on va le dire comme ça, pour les indices actions qui ont profité d'un premier semestre spectaculaire, avec en plus une reprise d'élan au cours de la semaine passée. On a vu les belles performances des indices actions aux États-Unis, en Europe sur la séance de vendredi. Ce matin en Asie, avec une progression de 2% pour la bourse de Hong Kong et de plus d'1,5% pour la bourse japonaise. Et l'Europe qui tourne plutôt à plat en ce début de semaine et en ce début de semestre. Pas de mouvement particulier à signaler pour les indices actions européens. Du côté de Wall Street, on tourne au ralenti avec la perspective du jour de fête nationale demain. Le marché américain d'ailleurs clôturera avec une demi-séance aujourd'hui avec quelques heures d'avance par rapport à la clôture habituelle. Les investisseurs ont pris connaissance des enquêtes d'activité dans le secteur manufacturier, les secondes estimations pour la partie PMI en Europe notamment et la lecture de l'ISM manufacturier qui confirme que l'activité manufacturière aux États-Unis entre autres reste en contraction. Ça fait 8 mois consécutifs que l'ISM manufacturier pour l'indice global est sous la barre des 50, signe de contraction de l'activité manufacturière. Dégradation supplémentaire donc pour cette enquête pour le mois de juin avec un ISM manufacturier qui ressort à 46. Ça n'a pas l'air d'être une grosse surprise encore une fois pour les investisseurs qui ont déjà compris que l'activité manufacturière restait sous pression à ce stade. Nous évoquerons évidemment les perspectives de marché pour ce nouveau semestre qui démarre avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis comme chaque lundi, place à notre quart d'heure américain. Dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir à 17h45, nous retrouverons notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas pour évoquer notamment le sujet de la Cour suprême et des revers infligés en série par la Cour suprême à l'administration Biden. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valentine nous est à nos côtés, responsable de la stratégie Fixed Income chez Amundi Institute. Bonsoir Valentine. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Adrien Dumas d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Directeur des investissements de Mandarine Gestion et Alain Pitous avec nous ce soir également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Senior Advisor ESG. Un mot peut-être pour caractériser le bilan du premier semestre, à la fois sur les marchés et à la fois sur le plan de la macroéconomie. C'est quand même la grande interrogation des prochains mois et des prochains trimestres. Valentine, le concept de résilience a bien été appliqué à la sphère économique. C'est un concept que tout le monde a bien compris désormais. Je pense que la résilience, c'est le maître mot pour décrire l'activité économique au premier semestre, surtout si on regarde aux États-Unis. On a beaucoup d'investisseurs attendaient à ce que l'économie américaine entre en récession. Et aujourd'hui, on voit que cette entrée en récession a été repoussée fin de cette année, début de l'année prochaine. On regarde les projections de croissance pour 2023 pour l'ensemble des économies développées depuis le début de l'année a été revue à la hausse. Alors moi, je pense qu'il y a trois facteurs important pour expliquer cette résilience. C'est déjà, on s'attendait à ce que les économies, déjà les soutiens des États qui restaient extrêmement forts. On a vu pendant la crise bancaire SVB, le gouvernement américain, la Fed, est intervenu très rapidement pour stabiliser la situation. Et l'autre point où on s'interroge, c'est la sensibilité de nos économies au taux. Et là, on se rend compte que nos économies ont quand même particulièrement bien résisté aux hausses de taux. Et ça s'explique déjà parce que les ménages et les entreprises sont sortis de la crise du Covid avec énormément de cash à leur bilan. Donc ça a permis d'amortir les hausses de taux. Et après, si on regarde sur la dernière décennie, la maturité moyenne des dettes a énormément augmenté aux États-Unis. Sur la maturité moyenne de la dette détenue par les ménages américains, détenue par les entreprises, notamment les biens notés. Je pense que ça a permis quand même de réduire la sensibilité de l'économie aux hausses de taux. Et le dernier point, ce serait la complaisance des marchés aussi.
d'une certaine façon. Tout ça conduit à une forme de complaisance sur les marchés, alors. Je dirais que si on regarde sur les conditions de financement sur les marchés du crédit obligataire, elles sont restées bonnes. Certes, on a des taux qui sont en hausse, mais les entreprises ont toujours accès au financement. Et on regarde post-crise SVB, les volumes sur le marché du high yield ont été records en mai. Le marché est resté ouvert pour ces entreprises-là. Le marché est resté ouvert pour ces entreprises. Ouais. Donc, de la liquidité, une maturité des dettes beaucoup plus longue et des conditions de financement qui restent correctes sur les marchés. Tout ça fait qu'aujourd'hui, nos économies sont beaucoup moins sensibles à cette remontée abrupte des taux. Un point spectaculaire de la résilience qu'on a pu observer dans les économies développées notamment et américaines en particulier, c'est ce qui se passe sur le front de l'immobilier. Ah oui. Alors oui, il y a eu un ajustement, le choc monétaire, le grand resserrement monétaire de 2022 est passé par là avec des taux mortgage qui se sont envolés jusqu'à 7% peut-être pour les nouveaux entrants sur le marché du crédit immobilier américain. Mais pour le reste, le moral des promoteurs immobiliers, les dépenses de construction, même l'activité des transactions ou des mises en chantier des permis de construire, tout ça est en train de repartir aujourd'hui. Ce qui est impressionnant, c'est cette résilience du marché immobilier américain. On est aujourd'hui dans un contexte qui est totalement différent de celui de 2008. Le bilan des ménages est solide. L'endettement moyen des ménages a fortement baissé. Les octrois de prêts au cours des 10 dernières années n'ont été faits qu'aux ménages les plus aisés avec les meilleurs ratings. Et ce qui est donc des bilans solides du côté des ménages. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la dynamique, le nombre de constructions au cours des 10 dernières années était beaucoup moins forte qu'avant la crise de Lehman. Et aujourd'hui, on est sur des niveaux de stock sur le marché immobilier résidentiel qui est extrêmement bas. Et ce faible niveau de stock a été exacerbé aussi par les hausses de taux. C'est-à-dire que pendant la crise du Covid, la grande partie des ménages américains ont refinancé leur prêt mortgage à un taux extrêmement bas. Et aujourd'hui, les ménages américains un taux mortgage et un taux très bas, sur une maturité moyenne de 20 ans, et en face des prix immobiliers qui n'ont pas baissé. Donc le ménage américain, aujourd'hui, garde son prêt mortgage et ne vend pas sa maison. Donc il y a un turnover qui est très faible. Ouais. Donc ce qui fait que l'activité sur le neuf a rebondi du fait de la très faible activité. Ça se retrouve dans le neuf. Exactement. Ouais. C'est le seul endroit où on peut avoir un petit peu d'offre. Et donc c'est très positif pour les gros promoteurs immobiliers qui ont accès aujourd'hui au financement. Eh oui, on a vu, c'est des parcours boursiers à plus 30, plus 40% pour certains gros promoteurs immobiliers, parfois haut de gamme d'ailleurs, aux États-Unis depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui vous marque dans ce concept de résilience sur les marchés, sur la macroéconomie ? C'est vrai que l'immobilier américain, de ce qu'on imaginait quand on voit 500 points de base de choc de taux, on se dit que l'immobilier ne devrait pas être là où il est aujourd'hui. Et finalement, si. Oui, Adrien, non, sur l'immobilier et la résilience du premier semestre. Je suis tout à fait d'accord. Sur l'immobilier, je rajouterais aussi la forte baisse de certains prix de matériaux de construction qui aident aussi le bois, là, le lumber qu'on avait beaucoup regardé, qui était le signe avancé de l'inflation. Par plus de 2, qui redonne un peu d'accessibilité aussi à cette industrie. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Je partage le fait que finalement, effectivement, l'effet de les hausses de taux sont pour l'instant finalement peu importants sur la demande. C'est une source d'espoir pour la suite ou pas ? Ou à un moment, cette résilience, elle doit finir par s'épuiser sous l'effet des hausses de taux. Qui peut être aussi une forme d'inquiétude. C'est est-ce que finalement les actions des banques centrales sont vraiment aussi efficaces que ce dont elles devraient être ? C'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est que oui, pour l'instant, ça donne plutôt l'impression d'un scénario de soft landing qui gagne en crédibilité et où on voit des entreprises qui continuent à recruter, qui continuent à investir aussi parce qu'elles ont subi post-2020 des grosses difficultés pour recruter, qu'elles n'ont certainement pas envie d'arrêter, qu'elles ont des marges confortables, donc elles se disent que même si elles ont un peu de pression sur les marges pendant 6-12 mois, c'est pas très grave. L'objectif, c'est d'assurer la croissance des 3 ou 5 prochaines années, donc elles continuent à investir. Et ça, c'est un message effectivement assez visible aux États-Unis et même d'ailleurs un petit peu en Europe. Ça aussi, c'est un sujet qu'on traite de manière régulière dans l'émission. C'est la question de savoir si on n'a pas des renversements structurels sur le marché du travail aujourd'hui aux États-Unis, qui expliquent aussi la résilience de l'activité, de la dynamique de dépenses dans les services, etc. Oui, tout ça ralentit, tout ça s'affaiblit, mais on n'est pas là où on imaginait qu'on serait avec 500 points de base de hausse de taux. Le marché du travail a peut-être changé de nature structurellement.
Oui, mais de nouveau, peut-être on ne corrige pas encore très bien les effets lancinants du Covid, où on va peut-être découvrir a posteriori qu'il y avait peut-être des choses un peu plus structurelles que d'autres. Cet effet du Covid, oui, je pense qu'on est encore en train de découvrir certaines conséquences. Il y a eu quelques avertissements de sociétés, notamment en Europe, dans le monde de la consommation, où on n'attendait pas forcément des déceptions. Et en fait, on est en train seulement de finir de déboucler, de normaliser les chaînes d'approvisionnement de pas mal de secteurs, notamment dans la chimie, les ingrédients naturels. On a vu pas mal d'avertissements de résultats, enfin des entreprises qui ont des difficultés en termes de demande. Voilà, c'est des effets à 3 ans, en fait, tout ce grippage des chaînes d'approvisionnement. Donc voilà, où est la normalité de la demande dans tout ça? Je trouve que c'est encore très difficile de bien l'affirmer et de le mesurer. On n'est pas encore totalement dans le nouveau monde, enfin le monde d'après en l'occurrence. Qu'est-ce qui vous marque dans cette idée de résilience et est-ce que c'est une source d'espoir sur laquelle on peut capitaliser en tant qu'investisseur pour la suite? Quand je dis la suite, c'est le nouveau semestre qui démarre. Alors effectivement, c'est la résilience des entreprises aussi, beaucoup qui en fait ont réussi à passer cette période de manière assez correcte. C'est-à-dire quand on voit les résultats qui ont été faits depuis un paquet de temps. Il y a eu effectivement pour certains secteurs un ralentissement, mais globalement elles ont bien passé la crise. Donc ça aussi c'est quand même un point important à noter. Après, moi je dirais que ce qui est, je trouve, marquant, c'est la réussite des banques centrales finalement. Parce que ils sont très critiqués, on le voit en ce moment, il y a beaucoup de critiques qui sortent sur, en particulier la BCE, mais, parce que le discours n'est pas terrible, mais les actes, en fait, ils ont réussi à calmer le jeu, à reprendre un peu de normalité sur les niveaux de taux et un peu aussi sur les bilans. Avec un peu de réussite quand même, c'est-à-dire qu'on n'a pas effondré l'économie. Et l'autre point, c'est important, Valentine l'a évoqué un petit peu, mais c'était le sujet ils agissent aussi très rapidement, c'est-à-dire qu'ils ont mis un gros pain dans les marchés avec ces hausses de taux. On n'avait jamais connu des hausses de taux aussi rapides, enfin juste une fois, mais il y a très très longtemps. Donc ils savent aussi agir très vite, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème sur SVB. Donc il y a 2 leçons à tirer de ce qui s'est passé sur SVB, comme ce qui s'était passé sur les fonds de pension britanniques, bien sûr. C'est que vitesse d'intervention. Voilà, c'est la vitesse d'intervention et en même temps des sanctions quand même. C'est-à-dire qu'on a quand même laissé certains mauvais acteurs prendre le bouillon. Mais on est quand même là au cas où ça devient, pour éviter que ça devienne systémique. Ils agissent tout de suite. Donc ça, c'est quand même un peu rassurant. Et le retournement des marchés 2022, il est clair que ça date de l'époque où la Banque centrale anglaise est intervenue. Et on s'est dit, il y a quand même toujours un pouls de Banque centrale, même si ils annoncent des hausses de taux à venir. Donc ça, c'est le premier point. Après, je pense qu'il y a... moi, c'est ce qui m'a marqué dans la période qu'on vient de vivre. Et c'est quelque chose que je disais qui devait arriver. C'est-à-dire qu'on a une économie globalement qui résiste bien, avec quand même des endroits où il y a des vrais problèmes et des vraies sanctions. Et on en parlait sur quelques cas, je pense qu'on va l'évoquer en fin d'émission sur des situations spéciales. Oui, c'est ça. Et en fait, ça reste quand même, et c'est un peu ça le risque malgré tout des marchés. C'est-à-dire que les banques centrales interviennent très rapidement, mais si l'immobilier de bureaux américains qui contamine des banques venait à déraper, c'est pas le cas du tout aujourd'hui, mais c'est quand même une épée de Damoclès au-dessus de ce secteur-là. Et parce que ça a changé, on parlait du changement Covid, on est quand même en train d'entrer dans un monde où on va peut-être moins aller au bureau, moins souvent, donc c'est quand même un sujet. Les petites banques sont quand même assez exposées, il y a encore beaucoup de petites banques américaines qui sont en dessous des seuils de surveillance, donc c'est quand même un vrai sujet. Donc oui, ce risque-là n'a pas disparu. C'est pas parce qu'on a passé l'étape SVB sans trop de dommages qu'il faut crier victoire pour la suite. Et alors, l'autre point sur la résilience, et après je reparle juste un petit peu des risques, c'est le côté, plus le temps passe, plus le risque s'éloigne. C'est-à-dire que malgré tout, on s'habitue à des choses, on le gère probablement un peu mieux. Donc, on regarde après l'immobilier européen, il y a quand même des questions à se poser, en France en particulier. Voilà, ça fait quand même des sujets. Et puis pourquoi en France en particulier ? Parce qu'en fait, on a un œuf qui s'est complètement arrêté, avec le crédit qui s'est arrêté sur ce segment-là. Oui, mais c'est quand même... non, mais bien sûr. Socialement, c'est quand même un problème. Ça crée d'énormes inégalités. On a vu les choses que ça pouvait donner ce week-end si on laisse trop faire les choses. Donc, je pense qu'il faut quand même se méfier. Et puis, l'autre point qui est quand même une menace
Et j'ai du mal à percevoir, on en parle assez peu, c'est les marchés émergents, quoi. C'est-à-dire qu'on a quand même une cinquantaine de pays qui sont très très limites sur leur dette. Donc tout ça, c'est quand même des éléments qui ne sont pas terribles. Après, et puis après, je vous fais ma petite tirade sur le climat. Hein, c'est bien, c'est crescendo. Des risques immédiats aux risques majeurs climatiques. Tout le monde se questionne sur la Chine en disant oui, pourquoi ça repart pas quand même, c'est bizarre parce que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez quand il fait 40 degrés, vous êtes moins efficace au travail. Donc à un moment donné, ça fait quand même. C'est ce qui se passe en Chine. Enfin, c'est ce qui se passe la Chine, j'ai pas le nombre d'hectares. Mais la Chine, donc l'Asie globalement, le climat doit pas être le même. Connaît des périodes de surchauffe monstrueuses, donc ça joue quand même sur la productivité et sur la croissance. Enfin, à un moment donné, on va quand même en subir les conséquences. Et puis aussi, on peut parler des assureurs qui prennent des bouillons jour après jour. Vous voyez, c'était dans les impacts macro-climatiques. Alors moi, j'avais été marqué le niveau du Rhin. Hein, ça devient un truc que tout le monde surveille. D'ailleurs, je sais pas où on en est là au début de l'été. Voilà, le niveau du Rhin qui avait provoqué une récession en Allemagne. Je crois que c'était fin 2018. Hein, il y avait vraiment cet aspect climatique en jeu. Là, je vois que les incendies au Canada, ça avait coûté quand même pas mal de points d'activité pour les grandes villes nord-américaines en termes d'activité, de shopping, etc. Hein, les gens sortaient plus, avec les fumées, etc. Donc ça devient macroéconomiquement matériel. On n'en tenait pas compte, on ne le mesurait pas, et là on voit des impacts très clairs. On regardait les assurances depuis le début de l'année, c'est pas terrible. Enfin, je pense qu'il y a des éléments quand même qui découlent de tout ça. Enfin, ça finit par mordre quand même. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que globalement ça va, puis des trous par endroits sur certaines valeurs, certains secteurs qui font très très mal. Et les émergents, c'est pas terrible. La Chine, pourquoi ça repart pas, Adrien? Ou est-ce qu'on va avoir dans le discours des entreprises que vous suivez, et la période de publication va revenir assez vite, est-ce que ça va... Parce que comme chaque trimestre est toujours bon, on se dit, tiens, est-ce que les résultats du deuxième trimestre, est-ce qu'il y a des raisons qui soient particulièrement plus mauvais ou bon, l'expérience des trimestres précédents nous fait dire que non, ce sera peut-être encore des résultats de bonne facture. Est-ce que quand même ce qui se passe en Chine ou ce qui ne se passe pas en Chine, justement, en termes de dynamique de reprise, est-ce que ça va se retrouver dans le discours, dans les perspectives, dans les guidance des entreprises là? Oui, je pense déjà au premier trimestre, on a vu quelques entreprises qui avaient un peu déçu sur le niveau de la Chine. Hein. Regardez juste Dassault Systèmes qui était, je crois, à -10 en licence au premier trimestre, qui attendait un rattrapage dans le courant du deuxième trimestre. Est-ce que ce rattrapage va vraiment avoir lieu? C'est évident que ça sera un sujet qui sera extrêmement scruté. Du côté du consommateur, on a l'impression que ça va quand même plutôt pas trop mal. Chinois. Ouais. C'est vraiment plutôt effectivement tout ce qui est lié aux investissements. On a peut-être oublié la rhétorique de la Chine qui est quand même d'essayer de basculer vraiment vers une économie de consommation et qu'effectivement ça a des conséquences sur certaines industries lourdes où on attendait que cette réouverture ait aussi des conséquences positives sur cette réouverture. Donc il y a ça, il y a quand même la dépendance à l'Europe. C'est quand même le premier marché final pour la Chine. Les statistiques économiques en termes de surprise sont quand même plutôt pas très bonnes en Europe. C'est un peu ça qui est surprenant. On consomme plus de services que de biens, quoi, pour dire les choses, et de biens importés de Chine. Exactement. Et puis c'est quand même des grosses surprises aussi, je pense, à la fin de constat du premier semestre. C'est qu'on attendait une Europe avec une économie peut-être un peu mieux portée, un peu plus visible, avec un deuxième semestre qui devait être meilleur que le premier semestre, puisqu'on avait l'effet de base des conséquences du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et pour l'instant, on a plutôt des surprises un peu négatives. Donc tout ça joue un petit peu aussi. Et puis il ne faut pas oublier la montée des barrières douanières, qui est quand même palpable dans beaucoup d'industries, beaucoup sur le sol américain, mais aussi de plus en plus sur d'autres géographies où on est plus attentif à où sont produits et comment sont produits ce qu'on consommait naturellement venu de Chine. Oui, ces barrières-là, elles sont en place depuis quelques années maintenant pour certains secteurs, certains produits, mais elles commencent à mordre. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un effet persistant, durable, qui se reproduit année après année. Il y a beaucoup d'industries où on commence à avoir des surcapacités parce que justement, on avait anticipé des potentiels de croissance extrêmement importants. La chaîne du solaire aujourd'hui en Chine est extrêmement sous pression depuis quasiment 6 mois parce que le marché américain est de plus en plus compliqué d'accès parce que les barrières douanières sont de plus en plus importantes et donc on a des industries qui avaient tracé des trajectoires de croissance importantes. Aussi, on a pris l'Ukraine quand même, donc on fait attention aux dépendances, c'est-à-dire que tout le monde est en train de se réorganiser, donc c'est pas favorable aux leaders, c'est fatal. C'est intéressant parce que quand même en moins d'un mois, on a coup sur coup la visite de Blinken et de Yellen cette semaine en Chine. Bon. Je ne sais pas si ça change quelque chose à la nature de la relation diplomatique sino-américaine, mais non, mais c'est difficile à lire. Ce qui est sûr, c'est que parmi les nuages qu'on s'était fait ou les questions qu'on s'était posées en début d'année, il y avait quand même le sujet de Taïwan. Bon, pour l'instant, on a l'impression que c'est un peu ça s'est un peu redétendu. Je rappelle quand même qu'ils ont l'affirmation, c'est qu'en 2030,
par quelque manière que ce soit, ce sera dans le giron politique chinois, donc ça finira par arriver. Mais oui, la rhétorique n'a pas forcément changé, mais la montée des barrières douanières, elle est quand même assez visible dans pas mal d'industries. Ouais. L'implémentation du Inflation Reduction Act sur le sol américain, c'est progressivement quand même la fermeture des canaux de commercialisation. Et un domaine où la guerre continue de faire rage, c'est effectivement tout ce qui tourne autour de la technologie des semi-conducteurs. Enfin, là, on a des annonces semaine après semaine de durcissement de la position américaine sur les acteurs mondiaux qui traitent avec la... Et aussi européens qui traitent avec la Chine sur ces secteurs-là. Valentine, je voulais qu'on revienne quand même dans les facteurs de résilience, là. L'intervention des États. Ça nous amène à dire un mot quand même des niveaux de dette publique qui sont atteints. Non mais si, parce que le marché obligataire, alors évidemment, a pris un pain historique avec le choc monétaire, le choc des taux directeurs infligés par les banques centrales. Ça, c'est un premier sujet. Est-ce que désormais, la question de la trajectoire des finances publiques, comme on dit, de la volonté ou non de consolidation budgétaire qu'on peut trouver ici et là, et je mets Europe, États-Unis un peu dans le même lot, est-ce que ça devient un sujet de préoccupation pour des investisseurs obligataires, aujourd'hui, maintenant, ou demain, après-demain ? Pour l'instant, on peut dire non. Pour l'instant, je pense que les investisseurs sont très peu inquiets, je dirais, du risque de bilan des États. Comment on voit comment l'Italie aujourd'hui performe, la très forte demande pour la dette italienne, notamment domestique pour la dette italienne. Pour l'instant, on peut dire que ce n'est pas un sujet. Ouais. Mais on peut quand même s'interroger sur la capacité des États à maintenir ce soutien aux économies sur une période prolongée. On a eu la crise du Covid, on a eu la crise du secteur de l'énergie. Donc, il est évident qu'on doit s'interroger sur le fait que l'année prochaine, le soutien budgétaire sera moins important et quel impact sur la croissance. Et dans ce cadre-là, est-ce que les suspects habituels sont toujours les mêmes ? Vous citez l'Italie, mais je parle de la périphérie en général. Ceux qu'on avait quand même surnommés, il faut s'en souvenir, les pigs. Oui, ça, je préfère dire... Non, mais je le rappelle moi, pour montrer quand même la manière dont on a parlé de ces pays à un moment, pas vous, Valentine, mais les observateurs, les commentateurs. Non, mais j'ai l'impression que par rapport à 2010, on est complètement à front renversé. Quand je vois les upgrades qu'on a sur le Portugal, sur la Grèce, la dynamique italienne, alors il y a l'Espagne, l'Irlande, avec la contribution fiscale des entreprises, mais l'Irlande est quand même un pays qui est poster child de l'Europe aujourd'hui. J'ai l'impression que le problème, en tout cas, se déplace un peu plus vers le cœur, ou le semi-cœur, comme on dit. La France, quoi. C'est ça. La Belgique. Et la Belgique. Oui. Après, je pense que ce qui a été positif pour ces pays déjà de la périphérie, c'est déjà qu'en termes de dynamique, de momentum économique, il n'est pas mauvais, il est bon parce qu'il est porté notamment par l'activité du tourisme. On voit aujourd'hui l'Allemagne souffrir à cause du secteur manufacturier, du moindre rebond de l'économie chinoise, mais les économies périphériques, aujourd'hui, la dynamique se tient plutôt bien. Après, l'autre point positif, c'est la maturité moyenne, par exemple, de la dette italienne qui est de 7 ans. Donc, et le coût, et on sort d'une décennie de taux extrêmement bas qui a permis à l'Italie de faire baisser le coût moyen de sa dette sur des niveaux très bas. Donc le temps que ces taux plus élevés n'impactent le coût moyen de la dette italienne, il va falloir un certain temps. Et aujourd'hui, je pense que les acteurs anticipent d'avoir une inflation qui revienne à 2% à l'horizon de 2 ans. Chacun a ses projections. Mais ce qui veut dire qu'on est aujourd'hui pas loin du pic de taux. Donc tant qu'on est, je dirais, dans cette dynamique de scénario, dans cette configuration, aujourd'hui on a une inflation qui, au bout d'un certain temps, va revenir à 2% et on est sur un pic de taux, ce n'est pas un problème majeur. Donc toute chose égale par ailleurs, vous dites qu'il n'y a pas de raison que le marché ou les investisseurs obligataires mettent une pression... à court terme. À très court terme. D'accord. Court terme. Après, tout va dépendre, je dirais, de deux choses, de la trajectoire d'inflation et de taux, premier point, et l'autre point, c'est de la dynamique des dépenses. Voilà. Bon, non, sur les pigs, non. Sur les,
Non, mais bah oui, bon, c'est les 3 000 milliards de dettes, c'est ça, fait un petit peu. Ça fait quoi? Ça fait la market cap d'Apple. Oui. Non, mais ça fait quoi du coup? Bah, ça fait 112,5 alors, % les marchés obligataires, c'est comme les marchés de devises, c'est tout est relatif, quoi. Donc tant que et la France, on est toujours sorti comme ça. C'est-à-dire quand ça va bien. Il y a moins d'émissions prévues au deuxième semestre, peut-être pour la France. Il y a déjà énormément d'émissions. Ouais, c'est ça. Ça a déjà beaucoup été fait quand même. Et qui ont été très bien absorbées par le marché. Oui, parce que donc en dette sur PIB, on sera à moins de 110 normalement fin d'année. Fin d'année, oui. Non, mais en relatif, on reste un élève moyen, quoi. Donc, donc quand ça va vraiment mal quelque part, le point médian, moyen de la zone euro. Et puis quand ça va mieux, bon, on en profite un peu. Voilà, donc pour le moment, ça va, quoi. Faut pas ça supporte pas de problème quand même. Mais bon, pour le moment, il n'y en a pas. Donc ça va. Oui, notre chance, c'est peut-être que l'orthodoxie allemande est peut-être moins là parce que la situation économique allemande est plus compliquée. Donc la demande de rigueur venue de nos partenaires allemands est forcément moins forte à l'heure où on se parle. Idéalement, ce serait le bon moment pour commencer à mettre sur la table comment réduire notre dette. On a un alignement parfait des planètes, on a de l'appétit pour la dette, on a des assiettes fiscales qui sont au plus haut, qui ont été boostées par l'inflation avec la demande qui est au plus haut, un service de la dette qui est encore pas trop important avant que les refinancements arrivent. En théorie, ça serait le bon moment pour commencer à réduire notre dette. Ouais, entre le très court terme que décrivait Valentine et le un peu moins court terme, oui, il y a quand même toute la négociation autour du futur cadre budgétaire européen. Là, ça va être un moment de rendez-vous quand même, j'imagine, pour les investisseurs. Clairement. Ouais. Bah tiens, puisqu'on parlait de 3 000 milliards de dollars, cette fois c'est la market cap d'Apple. Je veux bien qu'on en dise un mot avec vous, Adrien. Ça les vaut, oui, évidemment. Enfin, je sais pas pourquoi ça les vaudrait pas. C'est la question. Non, mais si, mais parce que ça devient un argument pour des gens qui estiment que les marchés ou les valorisations de marché sont complètement déconnectées de la réalité. Bah, ça devient un argument. Ça devient incompréhensible qu'une entreprise puisse capitaliser plus que le PIB de la France ou d'autres pays, plus que la cote entière d'un marché comme le CAC ou d'autres marchés. C'est des comparaisons qui deviennent presque inadmissibles parfois. Oui, mais j'ai toujours eu du mal avec ces comparaisons parce que même quand on compare une capitalisation boursière par rapport à un PIB, oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a rien à voir. Il y a des belles entreprises qui ne sont pas cotées, à qui elles n'ont pas de valeur. Donc c'est un peu difficile de comparer, je pense, ces éléments-là. Non, mais ça doit montrer quand même le phénomène d'accaparement, d'une certaine manière. Oui, non, mais c'est exactement. Ouais, c'est un indicateur aussi. qu'utilise beaucoup Warren Buffett, qu'il a souvent montré pour montrer les phases de sous-valorisation ou de survalorisation. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, après, Apple doit croître, en tout cas c'est ce que estiment les analystes financiers, de entre 8 et 10% pour les 3 prochaines années, avec une hausse progressive de la marge et assis sur un montant de cash très important. Donc ça fait office de valeur de refuge, on l'a clairement vu. Après l'éclatement du sujet autour des banques américaines, on a vu clairement un flight to quality sur les 5-6 plus grosses capitalisations américaines qui avaient l'avantage d'être assis sur beaucoup de liquidités, avec une bonne visibilité sur leur croissance, des marges tout à fait confortables, et en plus bénéficiant de cette thématique de l'intelligence artificielle qui semble prendre, en tout cas il y a quelques indicateurs qui semblent le prouver. Donc oui, ce mouvement de concentration, je conçois qu'il soit perturbant. On a déjà eu dans le passé des mouvements de concentration aussi importants. Souvent ça s'est plutôt comme fini par le haut, donc on a eu plutôt tendance à avoir le reste du marché plutôt rattraper les éléments concentrés plutôt que l'inverse. Donc l'histoire nous montre, enfin si l'histoire est un guide, l'histoire nous montre que oui, c'est pas forcément un phénomène délétère pour la suite. À 6-12 mois en tout cas, historiquement, ça a toujours été plutôt porteur pour les marchés. Donc voilà, c'est un peu ce qui est en train de se passer, on va dire, depuis 2-3 mois. C'est le LVMH de la tech, en fait. Ils ont créé un environnement qui tourne autour de l'Apple Store, en fait, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a l'iPhone d'un côté et l'Apple Store en modèle commercial, quoi, en fait. Et c'est pour ça que même l'IA, et en fait, c'est les seuls pratiquement de la tech qui n'ont pas tellement parlé de l'IA aujourd'hui, parce qu'en fait, ils vont en profiter. C'est-à-dire que je pense que la prochaine avancée de l'IA, moi je le vois un peu, je suis toutes les applis qui commencent à arriver de tous les côtés, ça va finir sur l'App Store d'une manière ou d'une autre. Et ils vont en profiter largement. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des killer apps qui vont arriver, et puis ils vont être là, et puis ils vont prélever leur dîme au passage, jusqu'à ce que quelqu'un trouve quelque chose d'autre qui permettra de faire autre chose. La question qui se pose sur Apple, mais ça fait 5 ans qu'on se voit, ou 10 ans qu'on se voit, et on en parle tout le temps, c'est comment ils vont faire pour remplacer l'iPhone ?
Et chaque fois, ils font encore mieux. Et Ils en vendent encore. voilà, Hein. ils en vendent Visiblement, encore. ils en vendent Des trucs encore. Ouais. autour qui ramènent des clients. Et alors, Vision Pro, dans la stratégie d'Apple, ça peut avoir quelle place demain ils sont aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas lancé un hardware comme ça, Ouais, c'est depuis ça. la montre. Oui, la montre, au début, les critiques étaient quand même assez négatives. Il a fallu plusieurs versions avant que ça... J'ai pas regardé là, mais Zéro montre. il y a peut-être des. Enfin, j'en vois de plus en plus quand même. Et, Oui. et ça sera Oui, c'est pareil, devenu une ça- commodité, ça quoi. sera- Ça va être pareil. C'est-à-dire que ça commence comme un outil de luxe. 3 500 € l'engin, c'est comme. Oui, bon. Oui, non. Non, mais on se faisait les mêmes réflexions avec le pricing de l'iPhone 2007. Oui, quoi. tout à fait. C'était- Donc, et c'était pas 1 000 € à l'époque, hein, Voilà, c'était alors, plusieurs et centaines. puis, mais- comme d'habitude, ils ont du mal à produire par rapport à la demande. Enfin, ils nous le font un peu à chaque fois, quoi. Donc, ils recommencent, quoi. Donc, bon, tant mieux. Enfin, ils sont sur, voilà, ils ont une gestion de tout ça qui est extraordinaire. Donc, mais il y a des questions qui se posent effectivement sur l'iPhone. À un moment donné, ce sera peut-être plus ça le driver. Aujourd'hui, c'est 50% de leur chiffre d'affaires. Voilà, mais on anticipe une croissance, effectivement. Et ils ne sont pas, par rapport à cette croissance, c'est 30 fois et quelques les résultats. C'est pas, on a connu. Oui, plein, avec quand le même. cash qu'ils ont en plus Oui. à la banque. quoi. Ouais. Oui, Vision Pro, ça reste un pari. Oui, ça reste un pari. Ouais. Ça reste un pari. C'est difficile effectivement de faire des projections comme sur d'autres hardware où ils ont réussi ou pas réussi. Mais À la taille de est-ce que Apple, c'est comme Oui. quand ils ont lancé l'iPad, le Watch, avec le scepticisme qu'il pouvait y avoir au début, ou est-ce que là c'est quand même un pari un peu plus risqué ou... Ils seraient même presque en retard, en fait. Oui, je Ah ouais le vois pas comme très innovant ou très disruptif par rapport à ce que d'autres groupes sont en train d'essayer de mettre en place. Moi, je pense que leur grosse réussite aujourd'hui, c'est d'évoluer de plus en plus vers le B2C, hein, là où on sait que le consommateur est plus stable, donne plus de visibilité, a souvent plus d'argent, est prêt à payer plus cher les upgrades. Apple évolue de plus en plus vers un modèle à la Microsoft, donc moins de B2C, plus en plus de B2B, qui donne plus de récurrence. plus de récurrence. Donc ça, pour le coup, ça a beaucoup de valeur et ça permet d'étendre effectivement la gamme de produits ou de services qu'on peut proposer. Bon, si on revient un peu aux stratégies de marché, stratégie taux, Valentine, où est-ce qu'on est confortable pour commencer ce deuxième trimestre? Déjà, est-ce qu'on a en tête quand même que oui, le deuxième trimestre verra les dernières hausses de taux des banques centrales majeures? Est-ce que c'est écrit quand même dans le Alors, dis-nous. scénario? Dis-nous. Dans le scénario. On veut savoir. Non, mais c'est un peu l'idée que tout le monde a en Oui, tête. je pense qu'on est quand même Ouais. pas très loin du pic de hausse de taux de les banques centrales, que ce soit la Fed, la BCE. La BCE, ça va être plus compliqué, mais on va dire la Fed et la Banque BCE, d'Angleterre. ouais, ça va être quand même, ils sont dans une situation beaucoup plus compliquée. Après, la question est quand est-ce qu'on va se passer long duration? Quand est-ce qu'on va... Voilà, c'est la question. Pour l'instant, moi, je garderais plutôt une position neutre que d'être très long sur la duration. Tout est le problème du timing de cette fameuse récession aux États-Unis. Quand est-ce qu'on va rentrer en récession aux États-Unis? Donc, on voit quand même que c'est quand même maintenant beaucoup plus vers la fin de l'année et que c'est plus du tout quelque chose qu'on va voir au troisième trimestre, quand on voit la résilience du marché immobilier et même le consommateur américain qui reste très solide grâce à un marché de l'emploi. Bon, on aura les prochains chiffres vendredi, mais un marché de l'emploi qui reste très fort et surtout le consommateur américain est toujours soutenu par les excès d'épargne. On a à peu près 500 milliards qui va permettre de continuer de soutenir la consommation jusqu'au quatrième trimestre. Là, ce qui reste en excès, en stock d'excès d'épargne excessive, ça permet de tenir encore 2 trimestres. En quoi. théorie, voilà. D'accord. En théorie, Au rythme du consommateur américain. Voilà, au rythme, si on maintient mécaniquement, on est sorti de la crise du Covid avec plus de 2000 milliards et maintenant on a à peu près un peu moins de 500 milliards. Voilà. Donc ça va permettre de soutenir. Mais on se dit que voilà, au quatrième trimestre, on va commencer à voir l'impact de toutes ces hausses de taux sur l'économie. Et si on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui va bien dans l'économie américaine? C'est les services et le consommateur. Mais ça, ce sont des données qui sont des données retardées, ce ne sont pas des données en avance sur l'économie américaine. Si on regarde les indicateurs avancés, pour moi, ce qui est le plus avancé, c'est ce qu'on a parlé juste avant, c'est les conditions de financement. Et là, on voit que même si c'est moins fort que ce à quoi on s'attendait, les conditions de financement sont en train de se resserrer. Donc ça, à un moment, ça va quand même impacter l'économie américaine. Mais même de votre perspective, c'est même peut-être encore trop tôt pour reprendre de la duration sur le marché obligataire américain. Ça se discute. Ah oui, d'accord. En fonction des stratégies. On est neutre à positif, ça dépend du positionnement de chacun, ça dépend de la voilà. Mais ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que le risque de récession, il est quand même pas imminent aujourd'hui. Pour l'économie. Et puis, il faut aussi parler de l'économie européenne. Enfin, parce qu'on est très focus sur la récession aux États-Unis, mais on a quand même aujourd'hui une économie européenne qui ralentit, quoi. Ouais.
C'est plus faible que ce qu'on imaginait, c'est ce que laissait entendre Adrien. Si on regarde tout à l'heure. ces dernières semaines, le momentum il est plus positif que ce que les investisseurs anticipaient aux États-Unis, et le momentum est plus négatif que ce que les investisseurs anticipaient en Europe. Donc ça, c'est quand même, je trouve, une affaire à suivre. Et c'est exactement le même schéma qu'aux États-Unis. Si on regarde en Europe aujourd'hui, les conditions de financement se durcissent et les entreprises européennes sont beaucoup plus dépendantes du crédit bancaire que des marchés, que les entreprises américaines. Et si on regarde les dernières enquêtes, bon, après c'est des données trimestrielles, mais de la BCE, on a une très très forte demande, très très forte chute de la demande de crédit de la part des entreprises et de la part des ménages. Donc ça, c'est définitivement pas quelque chose qui va être positif pour la croissance pour les mois à venir. Est-ce que Après, le point positif, parce qu'il faut quand même, pour se positionner aujourd'hui, je pense, c'est ce crédit investment grade. C'est les entreprises bien notées. Et aujourd'hui, si on regarde l'euro IG c'est du 4%. C'est quand même un rendement fort sympathique par rapport au risque pris. C'est presque le livret A. Hein. Non, mais peut-être que demain, le livret A sera à 4%. Oui, mais 4% pour un risque minime comme... Minime. On va dire que les fondamentaux des entreprises investment grade aujourd'hui sont solides. Et moi, ce que je regarde et ce qui est très important pour moi, c'est la maturité moyenne des dettes. Et la maturité moyenne de la dette des entreprises investment grade est autour de 7 ans. Donc ces entreprises-là aujourd'hui... Pas de mur de refinancement aujourd'hui. Pas de mur de refinancement, sont peu impactés par ce pic de taux. Voilà. Tout dépend si on voit ces niveaux de taux comme étant un pic ou comme étant un niveau de taux qui va rester. Donc investment grade, et on va commencer à se positionner sur la duration. Après, tout dépend du timing qu'on a en tête pour l'entrée en récession de l'économie. Est-ce que la Banque du Japon fera les gros titres au cours du deuxième semestre ? C'est la grande question. Quand même, hein. C'est la dernière qui nous reste pour alimenter un peu l'histoire des banques centrales 2023. Je pense qu'ils sont quand même assez réticents à remonter leur taux. Hein. Je les vois assez réticents et je pense qu'ils sont très patients. Ils attendent un retournement de la conjoncture mondiale. Et ce qu'il faut vraiment surveiller, je pense, c'est l'évolution des salaires au Japon. Voilà. Si on voit un rebond des salaires, c'est vrai que là, ils n'auront pas forcément le choix. Mais bon, si on a des salaires, les hausses de salaire qui restent modestes, je ne suis pas très convaincu qu'il y a... il y a eu des rattrapages assez impressionnants. On a vu des chiffres assez impressionnants pour des entreprises comme Uniqlo, etc. Mais oui, c'est ça. D'accord. Si on a les hausses de salaire qui se maintiennent sur 2024, bon, là, ils n'auront peut-être pas forcément. Et la parité aussi, peut-être quand même. Ils vont regarder quand même. Il a bien rebaissé là quand même le yen. Oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont peut-être jouer. Ils jouent peut-être le fait que si les Américains commencent à se calmer sur les taux, ils vont faire l'économie d'une hausse des taux et d'une défense supplémentaire de leur devise. Mais bon, pour le moment, là, ça recommence à être à des endroits pas terribles pour eux quand même. Ils jouent le temps, quoi. Oui, ils essayent de jouer le temps, de voir comment. Enfin, il y a un sujet domestique avec l'évolution des salaires. Puis il y a un sujet, évolution de la croissance mondiale, évolution de l'inflation. Parce qu'il y a quand même quelque chose, il faut quand même le rappeler, de très très positif pour l'inflation. C'est l'évolution des coûts de production. Les coûts de production sont en chute libre. Et les perturbations sur les chaînes de production aussi ont très 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 fortement diminué. Donc ça, ce sont 2 points qui sont très très positifs pour l'évolution de l'inflation l'année prochaine. Adrien, où est-ce que vous mettez les enjeux pour les marchés actions là, au démarrage de ce nouveau semestre ? Alors, il y a tout ce qui a monté, tiré les indices à la hausse. Il y a tout le reste du marché. C'est une partie énorme de l'iceberg. Comment on a envie de se positionner ? Et puis, est-ce qu'il y a des paris géographiques même à faire peut-être aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il y a une attente de confirmation quand même sur l'embellie de la tech. Cette thématique d'intelligence artificielle, elle va être quand même scrutée de près, je pense, dans la publication des seconds trimestres. Donc, effectivement, il vaudrait mieux que les chiffres d'NVIDIA et d'AMD et de Microsoft sur ces dimensions-là surprennent vraiment encore à la hausse pour que plus que ce qui a déjà été annoncé. Il faut plus que ce qui a déjà été annoncé maintenant. Le marché est positionné comme ça. C'est quand même, c'est quand même très très vite projeté. Donc ça demandera confirmation, je pense. Il y a le sujet effectivement du ralentissement de l'Europe. Je pense que ça, on va attendre d'y voir un petit peu plus clair, mais c'est assez marquant quand même le retard que prennent maintenant les petites capitalisations depuis quasiment 3 ans sur les marchés, qui traduisent bien ces conditions de financement un petit peu plus compliquées, des enjeux domestiques qui sont peut-être un peu plus compliqués aussi en Europe. Donc ça, c'est pas neutre.
Moi, je suis assez, un des indicateurs que j'ai beaucoup regardé quand même, c'est le prix du gaz cet été en Europe, parce qu'il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'on est dans une situation aussi favorable que l'année dernière ou pas, est-ce que ça sera plus compliqué. Les approvisionnements ont l'air bons, mais en même temps, le niveau des barrages est très très bas. On a des problèmes effectivement de niveau d'eau et de sécheresse qui pourraient peut-être contraindre certaines productions d'électricité. Donc un besoin en gaz supplémentaire par rapport à la normale. Exactement. Est-ce que l'hiver prochain se passera aussi bien que l'hiver passé? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que là, il y a quelques questions et qui pourraient là de nouveau aussi quand même pénaliser l'Europe en relatif par rapport aux autres zones géographiques. Est-ce que la Chine va aller un peu plus loin dans ses efforts de relance? Les quelques efforts de relance qu'on a vus, c'est quand même très souvent autour des industries très locales, notamment le véhicule électrique, qui continue d'être extrêmement subventionné parce qu'il continue à créer beaucoup d'emplois et que c'est une industrie qui est extrêmement protégée et avec une visée à l'exportation qui est quand même assez importante. Donc oui, il y a quand même encore pas mal de questions sur la table. Pour l'instant, on a l'impression qu'en tout cas, les publications devraient plutôt bien se passer. Je l'ai dit, on a eu quelques alertes dans quelques secteurs où il y avait des sujets de déstockage, de chaînes d'approvisionnement. Mais dans l'ensemble, le discours d'entreprise est quand même assez rassurant. Les carnets de commandes vont pas trop mal. Les marges, effectivement, les coûts de production sont plutôt en baisse. Elles ont plutôt envie d'investir. Donc tout ça, c'est quand même des éléments effectivement plutôt positifs. Sur l'électrique, alors c'est une belle journée, j'ai vu pour et BYD et Tesla. Oui, parce que justement, parce que le marché chinois retrouve des chiffres en termes de croissance, c'était quasiment plus 80%, je crois, sur un an glissant, et sur un mois au mois, c'est plus 10 ou 15%. Donc voilà, l'effet de prolongement des subventions a eu un effet direct sur la demande. Pour Tesla, c'est plus un sujet de livraison, parce qu'on est toujours en débat. Ils ont plutôt eu tendance à surproduire depuis 3-4 trimestres, donc il commence à y avoir des questions sur si les ventes ralentissent, il va y avoir des effets de stock, de pression continue sur les marges. Ils vont être obligés de baisser les prix. Bon, là, visiblement, ça a été déjà, les chiffres de livraison sont 5% au-dessus des attentes. Et en plus, c'est sur les modèles sur lesquels la sensibilité au prix est la plus forte. C'est le modèle 3 et le modèle Y, alors que modèle S et modèle X ont à peu près livré les chiffres qui étaient prévus. Donc, ce qui tente à confirmer qu'effectivement ces baisses de prix ça fonctionne. C'est ce qu'ils cherchent. Mais ça va c'est un bon exemple, ça, parce que la question, Tesla, ça fait partie quand même des 7 magnifiques qui tirent le marché américain, comme on les appelle aujourd'hui. La question de la marge de Tesla va se poser là dès le trimestre. Ça sera aussi un élément important sur la suite, effectivement, de la performance du secteur de la technologie dans son ensemble. Pour le moment, ils sont des gains de productivité, ils n'ont pas de stock, donc pour le moment, ils s'en sortent plutôt pas mal par rapport à tout ça. On va voir, mais bon. La stratégie prix ne devrait pas trop peser sur la marge. C'est ce qu'ils disent. On vérifiera dans les prix quand même, parce que parfois ils ont tendance à parler beaucoup. Oui. Voilà. Bon, et en termes d'allocation, stratégie. Moi, j'ai pas les sujets que mes petits camarades sur leur benchmark et compagnie qui les obligent à faire certaines choses parfois, mais pour quelqu'un qui a pas. Vous n'avez plus ces sujets. Oui, j'ai plus ces sujets. Oui, c'est une chance. Vous avez connu. Pour un investisseur, on va dire particulier, qui peut vraiment faire l'impasse sur tout un tas de choses. Moi, ce que j'aime bien sur les marchés obligataires aujourd'hui, c'est tous les fonds datés. C'est-à-dire que alors je parle pas d'un pro qui a pas ces sujets-là, mais pour les clients privés, faire des fonds datés aujourd'hui, il y a d'excellents fonds datés. C'est-à-dire des fonds qui ont une échéance et qui ont un taux de rendement affiché. On évoquait tout un tas de fonds de ce type-là, de valeurs qui n'ont pas de problème de résultat, qui sont bien gérées, qui vont rembourser sans problème. Donc, et puis, quand vous faites une mutualisation, vous évitez le problème d'être investi sur une seule ligne qui pourrait faire défaut. Bon, donc ça, je trouve que... C'est des produits qui sont bien adaptés à la période actuelle. Et je trouve que ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de se dire, si les taux continuent de monter, on ne sait jamais si les taux longs venaient à monter, si les cours se repontifiaient pour une raison ou pour une autre, ça redonne des munitions, on n'est pas en stress par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier point. Après, pour les parties actions, moi, je privilégierais vraiment actions euro et actions américaines. Et le reste... Pas les émergents, non, mais ça, j'ai compris maintenant. Pour le moment, après, il n'y a pas de fatalité, ça reviendra. Mais on l'évoquait tout à l'heure, c'est ce phénomène de rattrapage. Je pense qu'aux États-Unis, comme en Europe, il va y avoir des rattrapages par rapport aux belles valeurs qui ont pris de l'avant. C'est-à-dire que small mid, où j'étais très négatif il y a encore quelques mois, je pense que là, à un moment donné, on est en train de vivre une inflexion. Et même chose sur les... 2024, ça peut être l'année du rattrapage des small et mid cap, toute cette partie du marché ou de la cote. Je pense qu'on est... il y a suffisamment d'éléments, même si il n'y a pas beaucoup de liquidités aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs, mais c'est en train de... On sent que c'est quelque chose qui est en train de revenir. Même chose aux États-Unis, c'est un peu en train de revenir. Voilà, donc il y a ça. Et puis après, je pense que ça, c'est ma casquette là vraiment à plus long terme. C'est faut vraiment éviter certains secteurs. C'est-à-dire que le secteur pétrolier, il faut vraiment ne pas en faire. Non, mais on sourit parce que c'est un peu caricatural, mais je pense que c'est des segments qui vont créer des problèmes à un moment donné. Il va y avoir des phénomènes
même si à un moment donné les taux, le prix du pétrole remonte, si vous en restez à ce moment-là, il faudra vraiment en profiter pour sortir. Et je pense qu'il va y avoir des accidents, c'est-à-dire que... Vous ne croyez pas à la transition des groupes pétroliers ? C'est pas le changement de statut, mais soutenu par des stratégies et des actes, j'entends. Oubliez, moi, ce que je vais dire de l'autre côté de la table, mais ils baratinent à plein pot, quoi. Donc on peut pas les croire. Enfin, j'y arrive pas, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que en fait ils investissent marginalement. Donc Alain, c'est pas marginalement, c'est des milliards. Oui, mais c'est pas... Alors à l'aune de ce qu'ils gagnent, c'est peut-être pas assez, mais vous pouvez pas dire. Oui, mais à l'aune des défis et des enjeux absolus, c'est quand même pas rien non plus. Par rapport aux défis qu'on a devant nous, non, c'est pas assez. Donc il faut que ce soit l'État qui les investisse, ces milliards. Je vois pas qui ça va être, parce que j'ai un investisseur qui me disent si, il va falloir investir dans le pétrole et tout. T'es surinvesti en valeur pétrole? Non, dans l'énergie. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, quoi. Et après, je pense qu'il y a deux sujets. On le voit avec Casino, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais Casino, c'est typiquement le genre de boîte qui avait un problème de gouvernance et qui se font démonter. On a vu Orpea qui se fait démonter. C'est des problèmes de gouvernance qui génèrent des accidents. Donc il faut être très attentif à ce genre de sujet. Et je pense qu'il y a un petit sujet aussi sur les boîtes endettées. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que c'est un bon filtre. C'est-à-dire que c'est généralement, aujourd'hui vous arrivez, alors après il y a des secteurs qui nécessitent de l'endettement, mais vous arrivez aujourd'hui sur 5 valeurs d'un secteur qui vous plaît, avec une ou deux qui sont très endettées, ça gêne. Prenez les autres, quoi. Oui, souvent il y a souvent un petit sujet à se poser. Après, on voit qu'après la gouvernance, donc c'est un indicateur. Là, chez Casino, c'est quand même identifié depuis un moment. Oui, d'accord. Enfin, vous regardez le carton, il est quand même intéressant aussi. Bah oui, quand même. Un an, regardez le parcours. Oui, bien sûr, non, mais oui. On voit que vous n'avez pas de Noël tous les jours. Non, mais ça fait des années qu'on parle du dossier Casino, du problème de la valeur d'entreprise, etc. Enfin, il y avait quand même. Là, c'est peut-être l'épisode final. Il y avait des téméraires qui y croyaient encore. Oui. Ça valait 20 € il n'y a pas longtemps. Oui, de toute façon, l'equity Casino vaut rien. Enfin, Casino, ça porte bien son nom. Voilà. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Alain Pitous, Senior Advisor ESG, Adrien Dumas, directeur des investissements de Mandarin Gestion, et Valentine Lénouz, responsable de la stratégie Fixed Income chez Amundi Institute. Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré à l'actualité américaine. C'est notre quart d'heure américain avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, que nous retrouvons en visioconférence. Bonsoir et bienvenue, Pierre-Yves. Ravi de vous retrouver pour ce quart d'heure américain de la semaine avec une actualité politique chargée aux États-Unis. Je me dis, quand je vois le nombre de décisions en série que la Cour suprême a pu prendre ces derniers temps, qui vont à l'encontre des positions démocrates, le camp démocrate doit se sentir soudé ou ressoudé face à ces décisions de la Cour suprême en série. La dernière étant d'invalider le moratoire que Joe Biden avait voulu mettre en place pour la dette étudiante aux États-Unis. Effectivement, la Cour suprême fonctionne de cette manière. Elle rend toujours en cascade des décisions importantes au mois de juin ou fin juin, début juillet. C'est la manière dont elle gère son docket, la pile de cas qui lui sont présentés. Je trouve que dans cette histoire du moratoire de la dette, Joe Biden a subi une défaite juridique, mais c'est plutôt une victoire politique. Et ce qui rend assez intéressant le jeu pratiqué par ce président qui n'est pas très populaire, qui est critiqué même dans son propre camp, mais qui dispose d'une énorme expérience à Washington et qui est un vieux briscard et qui, à mon avis, a très bien joué ce coup-là. C'est un coup gagnant pour Biden de voir sa décision d'annuler la dette étudiante retoquée par la Cour suprême. Moi, je pense qu'il a gagné électoralement parce qu'il s'est fidélisé durablement toute une nouvelle clientèle qui est déçue, bien entendu, de voir que le moratoire a été invalidé par la Cour suprême, mais Joe Biden a les mains propres et considère qu'il a tout fait pour se battre pour eux, et il continue, au-delà de cet échec juridique, à leur proposer des solutions pour amoindrir le coût de leur dette. Ça fait des années que les démocrates et les juristes sous la présidence de Barack Obama, tant au département de la justice qu'au département de l'éducation,
ont interprété la loi de 2003 qui donne une petite latitude au secrétaire à l'éducation pour renégocier les termes de la dette des étudiants américains. On parle quand même de 1600 milliards de dollars pour 45 millions d'Américains. Ils savent très bien que le président des États-Unis ne peut pas unilatéralement effacer 430 milliards de dollars de dette. Mais ils savent aussi, et c'est ce que a très bien joué Joe Biden, ils savent qu'ils peuvent le promettre lors d'une campagne électorale. Ensuite, ils voient comment sort le Congrès, et comme le Congrès ne va pas se prononcer là-dessus, ils ont tenté le coup, sachant qu'ils seraient invalidés. Et ils sont invalidés, et du coup, la responsabilité de l'invalidation tombe sur les épaules de la Cour suprême. Et électoralement, ils ont fidélisé et ils ont rendu encore plus loyale une catégorie d'électeurs qui est importante pour eux. Et je pense que c'est malheureusement de très bonne guerre. S'il y a une chose que l'on doit savoir de la Constitution américaine, c'est un principe qui remonte à Montesquieu et qui est strictement observé dans la Constitution des États-Unis et même dans la géographie de la ville de Washington, c'est que le président des États-Unis n'a pas le pouvoir de dépenser de l'argent de lui-même. Tout l'argent doit être approprié par le Congrès. Donc, oublions le fait de savoir si, sur le fond, il est justifié ou non d'effacer une partie de la dette des étudiants. Le président des États-Unis, quand bien même serait-il fondé dans le principe de le faire, n'a pas le droit de le faire. Il n'est que président des États-Unis. Souvenez-vous de ce psychodrame que nous avons vécu ensemble du plafond de la dette. Le plafond de la dette, le président tout seul ne peut pas le relever. Ah bon ? Mais Joe Biden peut décider d'effacer 430 milliards de dollars de dette comme ça ? Constitutionnellement, c'est une absurdité. Et pourtant, il y a 3 juristes éminents, 3 magistrats éminents, 3 juges de la Cour suprême qui ont décidé de soutenir Joe Biden dans cette absurdité juridique. Bien évidemment, sans vote du Congrès, sans même une consultation du Congrès, le président des États-Unis ne peut pas faire disparaître en fumée 430 milliards de dollars de créances. Mais ce que vous dites, Pierre-Yves, c'est qu'il aura toujours les moyens, à travers le Congrès, de trouver des accommodations, des compensations, des soutiens qui permettront quand même à cette population de rester soutenue par une administration démocrate. Exactement. Il va pouvoir, par le biais normal de la législation et du marchandage législatif, mettre en place des dispositions qui vont amoindrir le coût du paiement des intérêts et de l'achat de la dette pour quelques 45 millions d'Américains. Parce que vous savez, si on pardonne, de quoi parlait-on ? On parlait d'effacer 10 000 dollars de dette pour les anciens étudiants dont le revenu est inférieur à 125 000 dollars par an. On va le faire maintenant, et puis qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans ? On va encore en effacer 10 000, et puis encore en effacer 10 000. Cette manœuvre est électoralement transparente, et elle est tellement tentante. Et je pense que Joe Biden a très bien joué la chose, parce qu'il y a une victoire, oui, il y a une victoire des méchants républicains qui sont du côté du méchant percepteur, qui veulent enlever l'argent de ces pauvres étudiants surendettés pour plusieurs dizaines d'années. Joe Biden, politiquement, est gagnant dans cette affaire. Est-ce qu'il est gagnant sur l'autre question qui a traumatisé Washington au cours des derniers jours, à savoir la question de la discrimination dite positive ? Là, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Il suffit de regarder les sondages. 50% des Américains, toutes races confondues, ne sont pas à l'aise avec l'idée qu'on peut déterminer que certains Américains, simplement du fait de leur race, ont le droit de passer avant d'autres Américains qui auraient de moins bonnes notes pour accéder aux plus belles universités des États-Unis. Cette division des Américains, bien évidemment, change suivant la catégorie d'électeurs auxquels on s'adresse dans les sondages, et les Noirs sont théoriquement ceux qui profitent le plus de la discrimination dite positive, mais ce ne sont pas les Blancs qui sont le plus pénalisés, ce sont les Américains d'origine asiatique, chinoise, coréenne ou vietnamienne, qui ont, en école primaire, secondaire et avant d'entrer à l'université, toujours les meilleures notes, mais qui sont restreints dans leur accès à l'université en raison de ces quotas qui ont jusqu'à présent favorisé les Afro-Américains. Donc là, l'aspect politique et électoral de cette seconde décision de la Cour suprême est moins évident. Pas forcément gagnante pour Joe Biden. Est-ce que les touristes américains seront au rendez-vous cet été ? Alors,
En France et notamment à Paris, Pierre-Yves, j'entendais, je lisais des professionnels de la profession, ils sont assez inquiets de voir cette clientèle de touristes américains qu'on a vu revenir quand même depuis quelques mois à Paris, déserter la capitale française peut-être pour la période des vacances d'été. Visiblement, il y a déjà un phénomène de déréservation qui se met en place à la suite des événements qu'on connaît depuis quelques jours. Il y aura certainement une perte nette. Je ne pense pas qu'il y ait une désaffection massive des Américains pour la France et pour Paris en particulier, mais ceux qui ont le choix entre passer une semaine, parce que les Américains ont peu de vacances, ne l'oublions pas, ceux qui ont le choix de passer une semaine en Europe vont plutôt aller au Royaume-Uni ou en Italie ou en Espagne plutôt qu'en France. Ceux qui se décident maintenant, en général, ces décisions sont prises longtemps à l'avance. Ça veut dire que oui, c'est une affaire qui a un retentissement mondial, international, on l'a bien compris, et aux États-Unis, entre autres. Oui, cette affaire donne de la France une très très mauvaise image. L'incapacité à maintenir l'ordre est quelque chose qui est difficilement compris par les Américains lorsque entre guillemets, les émeutes durent 2, 3, 4 jours. Quand je dis à mon voisin américain « Oh, ça va mieux, on n'a brûlé que 400 voitures l'année dernière », il me regarde avec des grands yeux. C'est absolument incompréhensible. La manière dont la presse américaine, et en particulier le New York Times, mais aussi le Wall Street Journal, qui est un journal dans l'ensemble qu'on ne peut pas soupçonner d'être particulièrement cruel, en matière de questions relatives à la police, dresse de la police française un portrait qui est assez accablant. Roger Cohen, le correspondant du New York Times, mais aussi le correspondant du Wall Street Journal, aujourd'hui, explique que la police française est remplie d'individus qui publient des communiqués, qui traitent les jeunes enfants d'immigrés de vermine et qui utilisent la violence, et que cette affaire couvre depuis très longtemps et que c'est simplement l'explosion légitime d'une forme d'oppression. Je voudrais vous citer 2 exemples qui permettent de comprendre pourquoi les Américains appréhendent ce problème comme ça. Le premier exemple, c'est que aux États-Unis, la carte d'identité n'existe pas. Le contrôle d'identité n'existe pas. On ne peut pas se faire arrêter aux États-Unis simplement au détour du couloir d'un métro ou quand on roule sur une route par la police et qu'elle commence à vous demander vous avez vos papiers, ouvrez le coffre. C'est impensable, c'est inimaginable et c'est interdit. Bien entendu, la police peut vous arrêter si vous avez commis une infraction. Alors là, c'est autre chose. Si vous roulez trop vite, si vous n'avez pas votre ceinture, si sur le petit sticker de votre plaque d'immatriculation, il n'y a pas la date qui convient, ce qui prouve que vous n'avez pas soit payé votre assurance, soit que vous n'avez pas renouvelé l'équivalent de la carte grise, là, la police peut vous arrêter. Mais le contrôle d'identité sur la base du délit de faciès est interdit aux États-Unis. L'autre chose qui frappe un Américain qui arrive en France, c'est que, je vais le dire de manière très crue, mais il n'y a pas beaucoup de Noirs et il n'y a pas beaucoup d'Arabes dans la police française. Quand j'ai un problème à Washington avec la police, j'appelle, il y a 2 chances sur 3 pour que la police vienne d'abord très très vite et que l'officier de police qui frappe à ma porte suite à mon appel soit un Noir ou un Hispanique. En France, il me semble que... Je ne sais pas si on a des chiffres là-dessus, Pierre. Oui, bien sûr, mais je ne sais pas si on a des chiffres là-dessus. Alors, écoutez, il se trouve que le hasard a fait que je connais quelqu'un qui a eu un poste de responsabilité très, très important dans la police il y a quelques années en France, et qui m'a confirmé la chose. Il m'a dit, on a tout essayé pour recruter des minorités, et on n'y est pas parvenu, et on n'a pas de statistiques, mais on sait, à vue d'œil, qu'effectivement, on est dans certains quartiers très en deçà de ce que devrait être la représentativité raciale de nos forces de police. Et ça joue un rôle, ça, dans la manière dont les Américains voient la police française. Merci beaucoup Pierre-Yves pour votre éclairage hebdomadaire sur l'actualité américaine et la vue de la France par les Américains en l'occurrence aujourd'hui. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain avec nous chaque lundi à 17h45 dans le quart d'heure américain de Smart Bourse. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.